Bonjour à toutes et à tous, du moins bonsoir, vu l'heure. Bienvenue à ce nouveau lundi du CPIE. Aujourd'hui, nous allons parler de perturbateurs endocriniens, donc un nom qui peut peut-être faire peur, qu'on entend de plus en plus parler dans l'actualité, et on va essayer d'échanger et de discuter pour savoir, pour comprendre un peu ce que sont ces perturbateurs endocriniens et les effets peut-être sur la santé et d'essayer de comprendre les mécanismes. Pour cela, nous accueillons Véronique Perrier. Donc, bonjour, bonsoir Véronique. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir John. Bonsoir. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre vos questions sur le chat en commentaire pour qu'on puisse relier et discuter avec nous, donc auprès de Véronique. Dans un premier temps, Véronique, est-ce que tu pourrais te présenter et dire qui tu es et quel est un peu ton parcours? D'accord. Donc, je suis directrice de recherche au CNRS. Je travaille à l'Institut des neurosciences de Montpellier et dans l'équipe du docteur Sylvain Lehmann, qui s'appelle l'équipe protéinopathie. Et on s'intéresse aux impacts des polluants environnementaux dans les maladies neurodégénératives. Donc, mon parcours, j'ai longtemps travaillé sur les maladies à prions, maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de la vache folle. Et depuis 5 ans, en fait, on a trouvé que des polluants environnementaux pouvaient perturber en fait, ces maladies à prions. Et petit à petit, on en est venu à travailler sur la maladie d'Alzheimer. D'accord. Donc, de faire le lien entre tout ce qui est perturbateur endocrinien ou maladie, là, tu disais maladie, et la maladie d'Alzheimer. C'était de ce Voilà, lien-là. D'accord. tout à fait. Tout à fait. Mm. Et est-ce que tu peux nous définir, donc là on va parler de perturbateurs endocriniens, donc deux mots un peu compliqués. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Alors en fait, notre santé, elle dépend du bon fonctionnement en fait de nos hormones. Et ces hormones, elles ont un rôle essentiel dans tout ce qui est croissance, puberté, sommeil, métabolisme. Et en fait, certaines substances, ça peut être soit des substances naturelles ou bien des substances chimiques de synthèse, peuvent perturber le fonctionnement de notre système endocrinien et donc la production de nos hormones. Donc certaines petites molécules vont pouvoir mimer les hormones naturelles et donc activer la production d'hormones, soit bloquer l'action de nos hormones ou bien perturber la production de nos hormones. C'est un petit peu comme un système de clé avec une serrure. Donc la clé, c'est l'hormone naturelle, elle va ouvrir la serrure, mais d'autres molécules de synthèse ou naturelles peuvent aussi soit bloquer la serrure, soit ouvrir encore plus fort la porte, en quelque sorte. Et donc voilà, c'est ça les perturbateurs endocriniens. Donc voilà, comme on dit, ça perturbe. Et pourquoi on en parle beaucoup en ce moment? Est-ce qu'on vient juste de les découvrir? Ou quel est l'effet? On en parle de plus en plus dans l'actualité. Est-ce que c'est un effet de mode ou on a plus Non, c'est d'informations? pas. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'au départ, on a identifié les problèmes de santé à l'origine des perturbateurs endocriniens au niveau surtout du système de reproduction des espèces, les poissons, les batraciens, y compris l'homme. On a vu qu'il y avait des problèmes de fertilité au niveau du nombre de spermatozoïdes. Il y a une diminution très importante du nombre de spermatozoïdes chez l'homme. Et puis après, on a vu qu'il y avait des malformations chez les bébés, les petits garçons, des problèmes de cryptorchidie. Donc, c'est des problèmes de malformation au niveau des testicules, des pubertés précoces chez les petites filles. Des petites filles qui ont des règles à 8 ans, c'est quand même pas normal. Il y a quand même des gros soucis. Après, il y a eu pas mal de cancers hormonodépendants, cancer du sein, de la prostate, des testicules. Et puis maintenant, on se rend compte que finalement, ça n'attaque pas que le système de la reproduction, mais aussi des problèmes de métabolisme. On voit l'explosion des cas d'obésité, de diabète, des problèmes digestifs avec le microbiote. On voit aussi qu'il y a des problèmes au niveau du système thyroïdien. Il y a eu une enquête qui a montré qu'il y avait des problèmes de baisse du quotient intellectuel qui sont liés en fait à la thyroïde et liés aussi à des perturbateurs endocriniens dans les tissus, tout ce qu'on appelle les retardateurs de flamme, les produits polybromés. Et puis maintenant, on se rend compte que la thyroïde joue sur le développement du cerveau, le développement du fœtus, et donc on a aussi des effets d'un point de vue neurologique. Alors, je ne sais pas si je veux reposer une question, mais on en parle beaucoup parce que aussi il y a eu plusieurs scandales qui se sont succédés. Peut-être les gens ont entendu parler du problème du Distilbène, ce médicament qui a induit en fait des problèmes c'était des mères qui prenaient des médicaments contre
contre les fausses couches. Et en fait, les filles ont été atteintes, enfin les filles qui avaient été exposées in utero ont eu ensuite des problèmes, des cancers, elles-mêmes. En fait, c'était un effet transgénérationnel en fait de ce médicament. Il y a eu aussi l'agent orange de la dioxine. En ce moment, il y a le procès de l'agent orange. Donc, c'est ce pesticide qui a été un défoliant qui a été répandu pendant la guerre du Vietnam. Et en fait, il y a des effets transgénérationnels, c'est-à-dire même 4 générations après ces défoliants, on s'aperçoit qu'il y a plus de 100 000 enfants qui sont atteints en fait avec des malformations, des anomalies congénitales très sévères. Et puis en France, on a aussi le scandale de la chlordécone en Martinique avec le traitement des bananeraies avec cet insecticide. Et donc là aussi, on a des problèmes de cancer, de la prostate, du sein, des problèmes de myélome, de lymphome. Donc voilà, on en parle beaucoup. Et comment tu peux le replacer un peu dans le temps? Là, tu nous disais un peu aussi tous ces grands scandales. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que ça date il y a 5 ans, 10 ans? On s'en est rendu compte à partir de quand? Alors, le premier scandale, le Distilbène, là, les femmes, elles ont été traitées entre 1948 et 1977. Il a été interdit en France en 1977, aux États-Unis en 1971. Et en fait, on a toujours maintenant des descendants de ces femmes qui ont été exposées in utero, qui ont des problèmes. C'est des cancers du vagin, 40% d'augmentation du risque de développer des cancers du vagin, des accouchements prématurés, des avortements spontanés, des morts aussi néonatales, 8%, cancer du sein, à 40 ans, 80% de ces femmes ont un risque de développer un cancer du sein. Donc, ça ne date pas d'hier, en fait. Voilà. Après, pour l'agent orange, c'est le Vietnam, c'était la guerre entre 1964 et 1975, où on a déversé plus de 80 millions de litres de ce défoliant au Vietnam. Et en fait, il y a eu environ entre 2 et 4,8 millions de personnes exposées. Et en fait, on a toujours maintenant des enfants sur 4 générations qui sont atteints d'anomalies congénitales. Et pour le dernier point, le chlordécone, c'est entre 1973 et 1993 qu'il y a eu le traitement des bananeraies dans les Antilles. Et en fait, le drame, c'est que tout est contaminé, toutes les terres sont contaminées et le temps de demi-vie de ces composés sont très stables et on estime qu'il faudra entre 250 et 650 ans pour avoir une diminution de 50% de l'activité de ces produits. Donc, en fait, voilà, c'est un gros problème. Et là, tu nous parlais un peu du scandale, mais entre ce qu'on a traité et ce qu'on s'en est rendu compte, il y a eu un temps, parce que c'est vrai on dit toujours le délai de prescription ou des choses comme ça. Alors, par exemple, pour le chlordécone, il y avait une soupçonné cancérigène en 1979 et il a été interdit aux Antilles en 1993. D'accord. Donc, oui, il y a eu un temps de latence assez important. Et là, maintenant, on est vraiment, donc, on va parler aussi de pesticides. Donc, c'est des choses, comme les perturbateurs endocriniens, on peut le trouver dans les pesticides. Est-ce que tu peux nous dire où on peut les trouver et sous quelle forme? Pas de problème, vas-y. Ouais. Alors, tu peux me répéter la question? Là, on parlait aussi des pesticides, mais on en parlait un peu de où on trouvait du perturbateur endocrinien. Est-ce qu'on peut en retrouver encore maintenant? Oui, bien sûr. Quel est le risque et oui, surtout où on peut les trouver? Alors, les perturbateurs endocriniens, en fait, donc, comme je le disais au début, soit c'est des produits naturels, on peut les trouver par exemple dans le soja, la bière, le houblon, ça c'est plutôt des phytohormones. Et donc, il vaut mieux éviter de manger des produits dérivés à base de soja parce qu'en fait, ces phytohormones vont interférer avec nos hormones naturelles. Après, il y a beaucoup de produits qui sont issus de la chimie de synthèse, de l'industrie fine en chimie, et ça peut être des résidus de pesticides, comme on vient de l'évoquer. Ça peut être beaucoup des emballages alimentaires, surtout les plastiques. Donc, il ne faut surtout pas chauffer ces plastiques parce qu'ils vont relarguer en fait des résidus de plastique qui sont des perturbateurs endocriniens. Vous avez les revêtements de boîtes de conserve le fameux bisphénol A qui était présent aussi dans les biberons, mais aussi dans les boîtes de conserve. Donc, le bisphénol A, il a été interdit en France, mais les industriels ont un peu contourné les choses en faisant des dérivés de ce bisphénol A qui sont des bisphénols E ou S. Il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens dans les produits d'hygiène et de cosmétiques,
que ce soit les gels douces, les shampoings, les crèmes, les vernis, les parfums aussi, parce qu'en fait, ces produits d'hygiène contiennent des conservateurs type parabènes. Alors, il y a beaucoup maintenant de produits sans parabènes, mais il y a quand même du phtalate ou alors des produits de substitution du parabène, donc il faut faire attention. Vous avez aussi tous les tissus qui sont imprégnés, ça peut être des tapis, ça peut être des vêtements, des rideaux, qui sont imprégnés avec des produits polybromés qu'on appelle des ignifuges. En fait, ils sont censés être retardateurs de flammes, mais il y a eu des études qui ont montré aux États-Unis qu'ils n'avaient pas vraiment d'effet en tant que retardateurs de flammes. C'est le fameux film qui est présenté là, Demain tous crétins, où on Oui, parle qu'on a très bien, échangé à voilà, l'occasion du la fois Festival Sud de précédente. Sciences. Voilà, donc on Voilà. peut le trouver sur Internet. Donc, Demain tous crétins, si ça vous intéresse, voilà, de regarder. Voilà. Et en fait, ces produits jouent sur la thyroïde et donc vont jouer en fait sur le développement du fœtus. Et il y a aussi des métaux lourds comme le plomb, le mercure. Et il y a des ustensiles de cuisine. Donc, en fait, ils sont quand même omniprésents. Et en septembre 2019, il y a une étude qui a été publiée par Santé publique France qui s'appelle l'étude Esteban et qui a montré que les niveaux d'imprégnation des enfants étaient supérieurs au niveau d'imprégnation des adultes. Donc ça, c'est quand même un peu perturbant. Qu'est-ce qu'on appelle le niveau d'imprégnation? C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait des dosages dans les cheveux ou dans le sang, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens, des traces de ces perturbateurs qu'on retrouve chez les enfants. Et les adultes aussi. Hein. Une des choses qu'on a vues, c'est que quand on parle souvent de grandes doses, c'est vrai qu'on a vu que les perturbateurs endocriniens, même en faible dose, perturbent, ont une influence. Tout à fait. En fait, le fameux adage la dose fait le poison, en fait, est tombé il y a une vingtaine d'années avec des travaux qui ont été faits aux États-Unis sur la reproduction des œufs de xénope et des grenouilles en Floride, je crois. Et ils ont montré que des doses infimes perturbaient en fait le fonctionnement de nos hormones et avaient des conséquences en fait. Donc là, on revenait un peu sur les pesticides aussi, de là où on peut les trouver. Donc, c'était un peu sur ce sujet-là aussi qu'on voulait voir. Est-ce que dans le traitement des eaux, est-ce qu'on va le retrouver sur toute la chaîne de l'eau? Est-ce qu'on peut le retrouver aussi dans l'eau du robinet ou dans l'eau minérale qu'on peut acheter? Donc, c'est vraiment quelque chose. Alors, on peut en trouver dans l'eau du robinet, oui. D'ailleurs, bon, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas trop d'informations diffusées là-dessus, mais il y a des études qui sont faites par des associations. Je pense à l'association Génération Future. Ils ont fait des dossiers là-dessus et ils ont montré qu'il y avait des pesticides qui étaient présents dans l'eau. Et dans le vin, on en retrouve fréquemment. En fait. Et donc, c'est quelque chose quand même assez compliqué de se prémunir. De se débarrasser. De se débarrasser et de se prémunir aussi. Ça fait que même en tant que citoyen un peu éclairé, même si on essaye de chercher l'information, c'est que, comme tu l'as un peu défini, il y a plein de termes différents, plein de molécules différentes. Ce n'est pas d'aller juste chercher une molécule, et plein de familles différentes. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour s'en prémunir pour s'en prémunir ou de faire attention? Déjà, juste pour se prémunir, on voit bien que c'est compliqué. Mais... déjà, il y a des recommandations qui sont faites, ne serait-ce que pour les femmes enceintes. Et les enfants, c'est d'essayer d'utiliser le moins possible des cosmétiques pendant toute la période de la gestation, essayer de prendre des produits sans parfum qui contiennent les conservateurs, parabènes ou les phtalates, les alkylphénols, prendre des produits avec le label écologique. Faut laver les objets, par exemple les jouets des enfants, il faut les laver avant qu'ils les mettent dans la bouche. Laver les vêtements neufs, ça a du sens, mais peut-être que tout le monde ne le fait pas. Il faut essayer de se référer aux pictogrammes déconseillés aux femmes enceintes. Après, au quotidien, au niveau des aliments, moi, je conseille de privilégier, si on achète des conserves, d'acheter des conserves qui sont plutôt stockées dans du verre, plutôt que des boîtes métalliques avec un revêtement plastifié à l'intérieur. Privilégier les produits frais, des produits bio si possible, peut-être pas tous parce que ça revient cher, mais les produits de base comme le lait, les œufs, la farine, tout ça, ça nous permet de faire des gâteaux, de faire des choses au moins qui seront bio. Les yaourts, privilégier les yaourts blancs plutôt que les yaourts avec des arômes des fois de synthèse aussi à l'intérieur. Éplucher les fruits et les légumes, les laver, les brosser. Par exemple, le melon, je conseille de bien brosser le melon parce que l'été, s'il n'est pas brossé, on va le manger comme ça. Puis après, les gens, ils s'étonnent parce qu'ils ont plein d'aftes, des choses comme ça, quoi. Un peu de bon sens, des poêles, des ustensiles de cuisine aussi
les privilégier en inox ou en verre. Par exemple, des plats en verre Pyrex plutôt que des plats qui seraient en silicone, on ne sait jamais. Des biberons en verre pour les enfants aussi. Ne pas chauffer les tupperwares. On peut avoir des barquettes tupperwares en verre, mais si on chauffe avec le couvercle dessus, ben, ça va relarguer, forcément. Maintenant, il y a des guides qu'on peut trouver sur Internet avec des pictogrammes qui sont assez bien faits, classés de A à D. Donc A, c'est aucun risque identifié. D, c'est risque significatif. Il y a des populations aussi, c'est classé en fonction des populations, hein, les tout petits, les femmes enceintes, les enfants, les ados, les adultes. Donc ça, je trouve que c'est assez utile. Et puis, il y a le site Que Choisir, je trouvais qui était assez intéressant, qui nous aide à faire notre choix dans les produits et en fonction des... Voilà, par exemple, il y a plein de gels douche, il faut faire très attention, ils sont bourrés de parfums, bourrés de conservateurs, de perturbateurs endocriniens. Et ce site-là, là, Que Choisir, permet ça s'appelle Que Choisir, produits, ingrédients indésirables. D'accord. Et ça vous donne pas mal d'indications sur les produits sans danger, et puis ceux qui sont interdits pour les femmes enceintes, ceux qui sont recommandés pour les... Enfin, disons qu'il n'y a pas de contre-indication pour les femmes enceintes, etc. C'est pas mal fait. Et puis, ce n'est pas que des produits en pharmacie. Il y a des produits qu'on peut trouver aussi en supermarché qui sont tout à fait abordables. Donc, voilà, moi, je trouve que... Il faut essayer de se renseigner et ça, ce n'est pas évident. Parce oui, que, c'est ça. La formation n'est pas forcément facile d'accès non plus. Et voilà. comme c'est compliqué… Après, il y a des applications sur smartphone qui existent. Je suis sûre que les jeunes sont au fait de ça. Mais il faut être conscient que voilà, c'est un peu le truc pas vu, pas pris. Oui. Genre un peu le syndrome du nuage radioactif de Tchernobyl. Voilà, on ne l'a pas vu passer sur la France. Mais en réalité, voilà, ils sont présents et il faut avoir conscience qu'ils sont présents et qu'ils ont des effets indésirables sur la santé. On a une question, justement, un commentaire. Donc, tous ces produits sont évidemment traités par le système d'assainissement, par lagunage. Mais là, je sais que ce n'est pas ta spécialité quand même, le traitement par lagunage, mais est-ce qu'on peut les retrouver justement dans l'eau après l'assainissement, où l'assainissement permet de capter ces perturbateurs endocriniens? Alors, l'assainissement, c'est surtout le risque microbiologique. Hein. Donc, mais le risque des toutes petites molécules comme ça, je ne pense pas que c'est suffisamment éliminé. Donc, il vaut mieux éliminer à la base, en amont, plutôt que… On sait bien que ça va être compliqué de les traiter par la suite. Voilà. Ou alors, il faudrait utiliser, par exemple, à notre domicile, des cartouches qu'on mettrait sur notre robinet d'eau de cuisine, par exemple, et qui auraient du charbon actif dedans. Ça permet de retenir ces petites molécules. Mais après, on a le même problème. Qu'est-ce qu'on fait de ce charbon actif? Non, mais parce que j'imagine que le charbon actif, après, va être gorgé des perturbateurs. Et après, je pense que voilà, les gens ils les mettent dans les déchets ménagers. En fait. Oui. Parce que sinon, la solution, ça serait de brûler, c'est ça, pour les détruire C'est composé? Oui. Je ne sais pas, en fait. D'accord. Voilà. J'imagine, mais après, de toute façon, c'est pareil. Hein. On a vu que les résidus quand on brûle les déchets ménagers, on a des particules de plastique qu'on retrouve même au niveau des montagnes. Donc, c'est plutôt d'agir en amont. Oui. Et donc, toi, ton travail… ces produits. Ouais. Donc, toi, c'est plutôt étudier justement l'effet de ces perturbateurs endocriniens sur les maladies dégénératives, donc type Alzheimer. Donc, voilà, quel est ton quotidien? Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? Quotidien, je travaille en fait, j'ai deux modèles. J'ai des modèles de souris transgéniques qui sont des modèles de la maladie d'Alzheimer. On va mettre dans le biberon de ces animaux des cocktails de pesticides à faible dose. Donc là, on a choisi des antifongiques, dont parmi eux, il y a des perturbateurs endocriniens, et on regarde l'effet sur les marqueurs de la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'on va voir, est-ce qu'ils ont un rôle à très faible dose sur les marqueurs de la maladie d'Alzheimer? Et on a montré qu'ils avaient un effet. Ils aggravent les marqueurs de la maladie d'Alzheimer, et en particulier ce qu'on appelle l'angiopathie amyloïde cérébrale. En fait, c'est une pathologie annexe de la maladie d'Alzheimer qui crée des AVC. Donc, on a montré ça. Et après, on a d'autres modèles qui sont plutôt sur la transmission mère-enfant.
Donc, on va prendre des mères gestantes qu'on va mettre sous cocktail de pesticides dans leur biberon et on va regarder l'effet sur la descendance au niveau de leur cerveau. Quels sont les effets neurodéveloppementaux? Et on a publié un article récemment montrant qu'on avait un effet très important sur les cellules souches. Donc, on va augmenter le pool de cellules souches chez nos nouveau-nés. Est-ce que là, comme tu as utilisé le terme de cocktail, justement de mélange, est-ce que cet effet cocktail est plus important ou c'est justement le pesticide en soi ou le pesticide ou les produits que vous utilisez qui ont un impact? Ou vous voyez une différence entre l'effet cocktail ou un Alors, seul pour produit? certains critères, on voit clairement une différence pour l'effet cocktail, surtout au cours du vieillissement. D'accord. Donc, il y a clairement un effet. Donc, l'effet cocktail, c'est justement C'est l'interaction entre… l'association de ces plusieurs pesticides dans l'organisme. Donc, Justement, comme c'est des après, molécules très compliquées. Ouais, comme je disais, comme c'est des molécules de famille différentes, c'est vrai que ça peut déjà réagir l'une avec l'autre et faire un impact plus important. tout à fait. Alors, des fois, on a un peu tous les cas de figure, ça dépend des critères qu'on regarde. Il y a des fois, par exemple, on regarde le critère de l'inflammation au niveau du cerveau. L'inflammation, c'est souvent un précurseur à des pathologies chroniques. Il y a des fois, on a fait les traitements seuls, mais on a comparé par rapport au cocktail. On voit des fois certains pesticides qui vont augmenter l'inflammation, d'autres qui vont l'abaisser. Et des fois, dans le cocktail, on voit la résultante, c'est-à-dire une annulation de cet effet. Mais des fois, on a un effet supérieur. Donc, ça dépend des marqueurs qu'on regarde, en fait. Ouais. Donc, très compliqué à suivre d'un certain côté. Et donc, vous travaillez toujours avec les mêmes, dans les tests, c'est toujours avec les mêmes pesticides, les mêmes, Pour vous en l'instant, testez oui. différents? Ouais, d'accord. Et pour l'instant, c'est les mêmes pesticides. Donc, on a travaillé sur un premier modèle de souris transgénique Alzheimer. Et actuellement, on travaille sur un autre modèle de souris transgénique Alzheimer qui a des différences intéressantes. Et on veut voir si on retrouve les mêmes effets dans des modèles différents de maladies d'Alzheimer. Parce qu'il y a plein de pathologies d'Alzheimer différentes. Et donc, c'est intéressant de voir si ces effets à faible dose de pesticides, on les retrouve que dans certains modèles ou dans plusieurs modèles de maladies d'Alzheimer. Après, on s'intéresse aussi aux nanoplastiques. Donc, du coup, on va regarder un petit peu les effets des nanoplastiques aussi sur les modèles de transmission mère-enfant, parce que ce n'est pas trop étudié encore. Parce que le problème du nanoplastique, c'est pareil, c'est que le nanoplastique peut contenir des perturbateurs endocriniens, c'est ça? C'est un peu… Certains plastiques sont perturbateurs endocriniens. Oui. Et même en nanoparticules, donc pourrait avoir ce même effet. C'est pour ça que vous vous intéressez au nanoplastique. Tout à fait. Ça pourrait avoir ce même effet ou alors avoir des effets indépendants de perturbateurs endocriniens, mais quand même des effets sur le neurodéveloppement. Parce que les nanoparticules, elles diffusent dans le sang très facilement. Donc, on veut voir l'impact au niveau du cerveau. On avait la même personne qui nous posait des questions sur le côté de lagunage, mais comme je dis, on n'était pas spécialiste du traitement de l'eau, donc je tiens à le dire, que voilà, là, on est plutôt sur l'effet sur le corps, biologie de perturbateurs endocriniens, mais la question était autour de continuer à manger des huîtres produites à proximité des lagunages. C'est peut-être moi, pour retourner un peu la question, de savoir est-ce que dans ce cas-là, on est bien d'accord qu'il y a un transfert justement dans la chaîne alimentaire. Donc, s'il y a des perturbateurs endocriniens en début de chaîne, on va le retrouver sur toute la chaîne, c'est ça? Tout à fait, oui. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on le voit très bien avec les poissons, les gros poissons qui vont accumuler en fait ces perturbateurs endocriniens dans le gras en fait. Et en particulier le thon, le saumon. Et nous, quand on mange ça, on va aussi en fait on va ingérer ces perturbateurs endocriniens. Juste aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Donc, tu as une journée internationale mondiale de la femme. Tu es femme chercheur. Est-ce qu'on peut parler un peu aussi de cette facette-là, justement, de quelle est la place de la femme justement dans le milieu de la recherche? Et dans un premier temps, quel est le différent, on va dire, qu'est-ce que c'est d'être une femme chercheur pour toi? Qu'est-ce que c'est que d'être une femme chercheur? C'est essayer de concilier ses recherches, un métier qui est quand même une ouverture internationale très importante, avec sa vie de famille. Donc ça, c'est ça le métier de chercheur.
Et après, c'est bon, essayer d'avoir de la créativité, d'avoir des projets de recherche qui répondent aux attentes de la société. Mhm. C'est très important pour moi aussi parce que ça donne du sens à mes recherches et pour pouvoir, d'un point de vue sociétal, diffuser l'information et se sentir utile à la société, quoi. C'est pour ça que tu as un peu évolué dans tes sujets. Donc, En justement, au fait, début. au départ, je travaillais sur les maladies à prions, donc c'était Oui, c'est aussi ça. des maladies qui avaient un impact sur la société. Et puis, bon, le prion ayant été éradiqué en France et en Europe, bon, petit à petit, bon, c'était intéressant de travailler sur le prion parce qu'il y a beaucoup de points communs entre les maladies à prion et les maladies neurodégénératives type Alzheimer, Parkinson, Huntington. On parle même de maladies prion-like pour ces pathologies-là. Mais petit à petit, j'ai fait un parallèle, j'ai de plus en plus switché vers la maladie d'Alzheimer. Et on a trouvé l'effet des pesticides, des effets des pesticides sur les maladies à prions. On a montré qu'en fonction de la dose de pesticides, on pouvait avoir des effets différents sur la propagation de la maladie. Et petit à petit, je me suis intéressée à l'effet des pesticides sur les maladies neurodégénératives, puisqu'il y a 5 ans en arrière, ce n'était pas du tout étudié en fait. Et donc, tu disais que donc là, c'est aussi qu'est-ce qui t'a motivé de devenir chercheur, que ce soit homme ou femme, on va dire, en tout cas, c'est ta motivation. Et la place donc, de femme chercheur, tu parlais de trouver un équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. Tu parlais aussi de cette ouverture au côté mondial. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce volet-là de la recherche, ou en tout cas dans ce métier Oui, oui. qu'on se déplace Oui, tout à fait. Ben, on se déplace soit à la fois sur le plan national, parce qu'on est souvent sollicité pour des congrès ou pour être dans des jurys de thèse ou pour être dans des comités de thèse. Et puis, sur le plan international, on a des collaborations avec des chercheurs à l'étranger. On participe à des congrès aussi internationaux pour présenter nos travaux, soit sous forme de posters, soit sous forme de communication orale. Donc, on est amené à se déplacer souvent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup d'organisation pour pouvoir concilier la vie de famille avec ces déplacements professionnels. Et ça n'a rien de facile. Il faut avoir soit la famille qui vous aide, des grands-parents qui vous aident et qui viennent garder les enfants, parce que des fois, le mari, il est un petit peu débordé, il ne sait pas trop gérer, surtout quand les enfants sont très petits. Ça peut vite être compliqué. Puis bon, il y a les horaires aussi qui ne sont pas faciles, hein. Il faut récupérer les enfants à 6 heures à la crèche, donc c'est pas simple, ou à la garderie, à l'école. Et des fois aussi, on a une entraide entre chercheuses. Moi, j'ai des amies chercheuses qui sont des mamans qui sont seules et quand elles voulaient partir en congrès, elles n'avaient pas de possibilité par la famille. Et donc, ça m'est arrivé plusieurs fois, de façon récurrente chaque année, de lui garder ses enfants pour lui permettre de partir en congrès. Donc, je pense que c'est important d'essayer aussi de participer à ces congrès parce que ça permet de réseauter, d'essayer d'intégrer des réseaux dans notre domaine, d'avoir une ouverture sur d'autres technologies, sur d'autres façons de faire. C'est très important en fait. Mais ce n'est pas et, toujours évident. Ouais, pas toujours évident d'y participer. Et donc, justement, donc, tu parlais de ce réseautage, parce que c'est grâce à ça qu'il y a de nouveaux projets qui peuvent se monter. Et est-ce que toi, tu as vu aussi, donc, par rapport à ces nouveaux projets, une différence d'avancement ou d'avancée par rapport aux femmes chercheurs ou aux hommes chercheurs? Est-ce que tu vois une rapidité où c'est plus facile peut-être pour un homme ou pour une femme d'avancer? Alors, je pense que c'est bien sûr bien plus facile pour un homme d'avoir une progression de carrière que pour une femme. Bon, c'est clair, hein, moi j'ai un mari qui est chercheur, donc je peux faire le parallèle. Bon, je ne veux pas en faire une généralité non plus, mais on a quand même des statistiques qui montrent qu'il y a quand même beaucoup moins de femmes DR2 au CNRS et à l'INSERM que d'hommes DR2. Enfin, DR2, ça veut dire directeur de recherche de classe 2. Donc la progression de carrière, elle est quand même bien moindre pour les femmes que pour les hommes. Bon, la différence entre mon mari et moi, je suis passée directrice de recherche en 2019, lui il est passé en 2011. Oui. Voilà, c'est 9 ans, consacrés à l'éducation des enfants. Oui. Il n'y a pas de secret, hein. Bon, après, moi, je le regrette pas, mais je veux dire,
c'est peut-être plus difficile aussi pour un homme de sortir à 6 heures, surtout il y a 20 ans en arrière, hein, dans les années 2000, pour dire je vais aller chercher mes enfants à la crèche. C'était peut-être plus admis pour une femme d'aller chercher les enfants à la crèche que pour un homme. Peut-être maintenant, ça, avec le congé parental qui a été mis en place, les mentalités évoluent. Et puis, je vois que quelque chose qui est très important, c'est que maintenant, pour les passages en directeur de recherche au CNRS, ils essayent de faire une parité. Donc, d'avoir autant de postes femmes que hommes. Donc, ce qu'on va regarder, ce n'est pas tant le nombre de publications, mais est-ce qu'il va y avoir une régularité dans les publications? Est-ce que les projets sont intéressants? Est-ce que la personne est méritante? Est-ce qu'elle a fait des collaborations? Est-ce qu'elle a une autonomie dans ses recherches, etc. Oui. Donc, là, tu l'as un peu expliqué comment on évolue dans la recherche. Tu viens de le dire avec ces différents critères. C'est vraiment ce fonctionnement-là. C'est-à-dire que c'est plus on publie, plus on met de nouveaux projets, plus on est innovant. C'est comme ça qu'on devient un meilleur chercheur, on est plus reconnu. Alors, il y a à la fois le nombre de publications qui compte, mais il y a aussi la qualité des publications. Hein. Il y a différents journaux, il y a des milliers de journaux, mais il y en a certains qui sont plus prestigieux que d'autres. Et ils ont ce qu'on appelle un critère, l'impact factor, le facteur d'impact. C'est-à-dire, si on publie dans ce journal-là, après, on va être cité par les autres chercheurs qui vont publier des articles par la suite. Et donc, si il y a un journal avec un impact facteur de 20, ça veut dire que si on publie dans ce journal, on aura à peu près 20 citations dans l'année qui va suivre la publication. Donc, c'est un peu la course au facteur d'impact, il faut bien l'avouer. Et ça veut dire que quand on travaille sur des domaines peut-être naissants, un peu comme quand tu es parti sur les perturbateurs endocriniens ou qui sont un peu moins visibles, ça veut dire qu'il y a moins de gens qui vont te citer aussi, parce qu'il y aura moins de gens qui travaillent dessus. C'est aussi ça aussi Tout à fait. En fait, il faut vraiment arriver, quand on est trop précurseur dans un domaine, on ne va pas être cité, voire on va être oublié. Et il faut arriver au bon moment. Et ça, c'est très compliqué d'arriver au bon moment. On ne peut pas vraiment anticiper les choses. Donc, il ne faut pas arriver non plus trop tard, parce que déjà, tous les bons papiers, toutes les bonnes découvertes auront déjà été faites. Donc, le retentissement des découvertes, s'il y a déjà plein de choses qui ont été faites, sera une importance moindre. Donc, effectivement, ce n'est pas évident. Et nous, on a eu la chance, par exemple, dans le domaine des pesticides, mais sur les maladies neurodégénératives, d'être arrivé au bon moment. On a publié un article l'année dernière, en janvier 2020, en plein Covid, mais il a quand même été repris par le journal Le Monde. On a eu un highlight dans les cahiers du Monde, les cahiers scientifiques du Monde. Donc ça a quand même eu une importance. L'INSB, qui est l'Institut national des sciences biologiques, nous a fait un petit article sur leur site internet. On a eu plusieurs journaux, même à l'étranger. L'ALS Forum qui a repris notre travail. Donc, voilà, ça fait plaisir au moins. On arrive à diffuser et à avoir une reconnaissance. Donc ça veut vraiment dire de participer justement à la démarche de connaissance par rapport là aux perturbateurs endocriniens. On a Tout à fait, oui. Cette partie-là. Oui. Voilà. On montre qu'il y a un effet. Alors, au début, les perturbateurs endocriniens, comme j'ai expliqué au début, c'était surtout le système de la reproduction, mais on s'aperçoit que ça touche tous les tissus. Et maintenant, on commence à avoir des études sur neurodéveloppement et sur maladies neurodégénératives. Donc, on n'est qu'au début de voir les effets des perturbateurs endocriniens sur la santé quand même. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Je ne sais pas si je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, voilà, peut-être par rapport à tout ce qu'on a vu, peut-être qu'on a oublié de voir quelque chose d'important. Alors oui, peut-être il y a par rapport aux collaborations, et ça on en discutait avec mon mari encore assez récemment, c'est vrai que c'est plus facile dans un congrès où vous ne connaissez pas les gens et où il y a quelque chose qui vous intéresse, une technique qui vous intéresse, d'aller vers une équipe. Les relations vont être plus faciles pour monter des collaborations entre hommes à hommes, qu'entre hommes à femmes. Là, il y a toujours une espèce de réserve ou une ambiguïté
un homme voit une blonde venir le voir et tout de suite, il se pose la question, au lieu de se poser la question que je suis intéressée par sa technique, il va se poser est-ce que cette femme veut me séduire? Oui, Voilà, c'est complètement stupide, mais voilà. Et en plus, avec les différences culturelles, peut-être que d'un pays à l'autre, c'est encore plus accentué. C'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai le souvenir quand j'étais étudiante à l'Institut Pasteur, mon mari avait un collègue qui venait de la Corée. oui. Euh, et en fait, il ne me parlait jamais. Cet homme ne me parlait pas. Pour s'adresser à moi, il parlait à mon mari il regardait mon mari et voilà, c'était une triangulaire en fait. Oui, Donc, d'accord. selon aussi les pays, il peut y avoir des différences culturelles très importantes et la science n'a pas encore aboli ce genre de choses. Donc, ça Oui, fait peut-être partie aussi du grand mouvement #MeToo oui, où ça complique un peu les choses. Des fois, les relations hommes-femmes sont pas si simples, en fait. Donc, finalement, ça fait que les femmes font des collaborations avec les femmes. d'accord. C'est intéressant Voilà. de voir une des explications de pourquoi il y a plus de collaboration entre femmes-femmes que hommes-femmes. Voilà, moi, je pense. Donc, merci beaucoup, Véronique, pour toutes ces De précisions, rien. pour des réponses aux questions autour des perturbateurs endocriniens, mais aussi un témoignage d'une femme chercheur donc, pour cette journée mondiale de la femme. Juste pour vous rappeler que, donc, justement, que les lundis du CPE sont dans le cadre de la programmation Prenez l'air. Le nouveau programme est sur le site du CPE de Bassanto, donc n'hésitez pas à aller le télécharger dès aujourd'hui. Lundi prochain, donc dans le cadre du lundi du CPIE, donc nous avons Marine Jacquin qui sera là de la planète Mère pour parler de Biolite, donc ce qui est un dispositif pour aider les chercheurs. Donc on est toujours dans le monde de la recherche. C'est profiter de vos balades tranquillement sur la plage pour identifier des espèces et de les faire remonter dans ce cadre de ce programme de sciences participatives et d'aider la science à avancer autour de ces questions-là. Là, j'en profite parce que nous, on est l'association Kimio, membre du réseau CPE de Bassanto. Le mardi 16 et également 16 mars, dans le cadre de la Semaine du cerveau, nous allons organiser un grand quiz, donc un grand jeu autour des mythes et réalités du cerveau. Donc, nous vous invitons à vous connecter sur notre page YouTube, donc la page Kimio, donc sur la page YouTube de Kimio. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.